Bonsoir à toutes, à tous. On se retrouve grâce à Midreshet Touda Manitou pour parler de Torah avec le Rav Eitan Tizon. J'annonce pas le thème parce que je ne sais pas quelle surprise tu nous réserves ce soir. Béchamod à toi. Non, alors il y a plusieurs choses. Le thème, c'est on continue dans notre série Israël, je t'aime. On est au 5e épisode, je crois, et on voulait parler de Medinat Israël, fi halacha. Ok, donc ça va être ça notre thème. Je suis désolé un petit peu des conditions, d'abord du retard et des conditions. J'étais à la Shiva de la famille de Yosef Avner Douran. Et je ne suis pas tout seul, je suis avec un groupe d'une vingtaine de jeunes filles de France qui sont venues une semaine en Israël pour montrer qu'elles sont unies avec le peuple juif et pour aider. On a été faire de l'agriculture, comme vous d'ailleurs, comme j'ai vu que la semaine prochaine vous partiez. Donc voilà. Une autre problématique de ce cours, c'est qu'il me reste 17% de batterie, ce qui veut dire que dès que mon téléphone s'arrête, eh bien, ça sera un signe d'en haut qu'il faudra que j'arrête de dire des bêtises. En attendant, on va parler donc de Medinat Israël fi halacha. On a parlé de l'importance de la terre d'Israël, de l'importance de la mitzvah d'habiter en terre d'Israël. On a parlé des soldats d'Israël. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de l'État d'Israël. Et quand on parle d'État d'Israël, on est obligé de revenir aux origines, c'est-à-dire au verset. Lorsqu'on parle du verset de la Torah, dans la paracha de Mas'é, dans le livre de Bamidbar, eh bien, on va nous dire là-bas Ve'orashtem et haaretz ve'ishavtem ba. Alors, nous, on a parlé en long, en large et en travers de la fin du verset qui veut dire ve'ishavtem ba, et vous vous y implanterez, donc de là la mitzvah d'habiter en terre d'Israël. Mais aujourd'hui, on va s'occuper de la première partie du verset qui dit Ve'orashtem et haaretz. Ve'orashtem et haaretz, ça veut dire vous prendrez possession de la terre d'Israël. Le Ramban, dans son commentaire sur les Sefer Mitzvot du Rambam, dans la mitzvah numéro 4, eh bien, il dit le Ramban, Ve'orashtem, ça veut dire Shelo na'azvena beyad zulatenu min ha'umot. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de laisser la terre d'Israël dans une souveraineté qui n'est pas la nôtre. Aujourd'hui, on appelle ça créer un État. En d'autres termes, eh bien, à la question de savoir est-ce qu'on avait le droit de créer un État d'Israël, il y a un rabbin que vous connaissez certainement, vous avez entendu parler, qui s'appelait Rabbi Yoel Moshe Teitelbaum. Rabbi Yoel Moshe Teitelbaum, qui était le rabbi de Satmar. Et l'idéologie du rabbi de Satmar venait dire, on parle de avant la création de l'État d'Israël, lorsque l'organisation sioniste est en train de faire ce qu'elle peut pour créer l'État d'Israël, eh bien le rabbi de Satmar, dans son livre Vayoel Moshe, va expliquer à quel point c'est grave de vouloir créer un État juif, car cela constitue à une rébellion contre la royauté divine. Et donc pour lui, tout État juif, qu'il soit religieux ou pas d'ailleurs, eh bien, est une hérésie et contre la volonté divine. On peut comprendre que créer une royauté pourrait faire ombrage à la royauté divine. Mais là où le bas blesse, c'est que la création d'un État juif en terre d'Israël, eh bien, ce n'est pas d'abord et avant tout la volonté de David Ben Gurion et de ses copains. C'est d'abord et avant tout une mitzvah de la Torah. Et donc, à partir du moment où c'est une mitzvah, lorsque je le fais, eh bien, je n'ai pas à craindre d'avoir fait ce qu'il faut ou pas. Je sais que j'ai fait ce qu'il faut. Là où l'erreur est arrivée, c'est lorsque le jour du 14 mai, les Minyanam et du 5 Iyar 5708, lorsque à 4h28, la cérémonie s'est terminée et que David Ben Gurion a lâché le micro, il l'a donné au Rav Yehuda Leib Maimon à Cohen Fishman. Et à ce moment-là, le Rav Maimon a fait la bracha de Sheikh Yanou avec sa voix tremblante, tout le monde s'en rappelle. Mais il a oublié de faire l'autre bénédiction qu'il aurait dû faire, à savoir Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Asher Kiddeshanu Bemitzvotav Vetzivanu Lehakim Medina. C'est une mitzvah. Mais comme vous le savez, brachot lo me'akvot, et donc bien qu'il ait oublié de faire cette bracha-là, eh bien la mitzvah a quand même été réalisée. Et donc ça veut dire que nous vivons maintenant dans un État d'Israël qui n'est autre que la réalisation de la volonté divine. Et à l'intérieur de cet État, eh bien, nous devons maintenant nous poser des questions halachiques. Et ce sont des questions que nous posons évidemment au quotidien. Les questions de les lois de l'État par rapport aux lois de la Torah. Qu'est-ce qui prime? Est-ce que les lois de la Torah priment ou c'est les lois de l'État qui priment?
Eh bien, pour cela, il y a un grand principe de la halakha qui s'appelle Dina de Malchuta Dina. Et il y a une question halakhique, de savoir est-ce que cette loi-là qui dit que la loi de l'État fait loi, et ça c'est une réalité halakhique, c'est une réalité de la loi juive. Évidemment, cette réalité de Dina de Malchuta Dina n'est vraie que lorsque les lois proposées par l'État ne contredisent pas les lois de la Torah. Mais toute loi qui serait proposée par la Knesset et qui ne contredirait pas la Torah, eh bien, devient une loi de la Torah, en fait. Sauf que sont venus pas mal de commentateurs et ont dit, mais attendez, est-ce que cette loi-là, que les lois de l'État font loi, est vraie pour tous les pays, y compris Eretz Israël, ou alors ce n'est vrai que lorsqu'on est chez les Goïms? Eh bien que certains avis tranchent pour dire que ça ne marche que chez les Goïms, la halakha, eh bien, il a été tranché que non, c'est vrai également en Eretz Israël. En d'autres termes, lorsque l'État d'Israël fait une loi à la Knesset, cette loi devient une loi de la Torah, ni plus ni moins. En d'autres termes, eh bien, il est interdit de ne pas payer ses impôts en Israël. Mishum dina de malchuta dina. C'était une question qui avait été posée au Rav Ovadia Yosef. Est-ce qu'on a le droit, de ne pas payer ses impôts parce que l'État n'est pas religieux? Il avait répondu, bien sûr que non, puisque Zedina de malchuta dina. Sans parler du fait que les impôts que tu payes, eh bien, finalement, profitent également à l'étude de la Torah, profitent également aux infrastructures, profitent également à l'armée, enfin, Bekitsour, ça profite à énormément de choses et pas que à la Gay Pride. Donc, la notion de loi de l'État qui font force de loi, eh bien, c'est une dimension extrêmement importante. Mais il y a une autre dimension au niveau de la loi juive, de l'État d'Israël, à savoir la différence entre le domaine privé et le domaine public. Car vous le savez, il y a un concept qui fait très peur à beaucoup de gens. Ce concept s'appelle Medinat Halakha, un État halachique. Comme si on voulait recréer une espèce de police talibane en Israël. Et voilà, à partir de maintenant, toute personne qui sera vue au volant de sa voiture le Shabbat sera fusillée sur place. Bon, eh bien, je vous rassure, c'est pas le cas. Pourquoi c'est pas le cas? Eh bien, parce que Medinat Halakha n'a absolument rien à voir avec Medilat Datit. Il y a une grande différence entre, c'est une explication magnifique qui a été donnée il y a 1 mois et demi, je crois, par le Rav Shafir. Il avait expliqué la différence entre un état religieux et un état de la halakha. Car alors que le religieux est très excité sur ce qui se passe dans tous les domaines de la vie du public et du privé, la halakha ne s'intéresse pas du tout à ta vie privée. Je m'explique. Comment ça? La halakha me régit toute ma vie au quotidien, dans ma vie privée. Elle va même aller jusqu'à mes relations conjugales. Bien sûr. Mais la halakha dans tes relations conjugales ne regarde que toi, ta femme et Dieu. Et ça ne regarde personne d'autre. Quelqu'un qui déciderait d'avoir une relation homosexuelle avec un autre homme, c'est interdit par la Torah, mais ça ne me regarde pas. Et donc, ce n'est absolument pas du domaine de l'État. Et si nous arrivons maintenant sur le Shabbat, eh bien, là où l'État a son mot à dire au niveau du respect du Shabbat, au niveau étatique, c'est-à-dire les institutions nationales, les transports publics, ça, oui, mais certainement pas au niveau de l'individu, de ce qu'il aura envie de faire ou ne pas faire pendant le Shabbat. Et donc, un État al-pi halakha ne viendrait en rien remettre en cause la liberté individuelle. En rien du tout. Alors vous allez me dire, mais le fait qu'il n'y a pas de transport public le Shabbat, transport en commun, eh bien, peut porter atteinte à ma liberté d'aller à la plage. Oui, bien sûr, mais on a le droit de créer une politique qui détermine quand est-ce qu'il y a des transports publics et quand est-ce qu'il y a des transports qui sont privés. Et on peut très bien décider de créer une entreprise de transport privé pour le Shabbat. Et personne ne pourra leur interdire cela. En d'autres termes, l'État, au niveau de la halakha, eh bien, ne s'occupe que de la dimension étatique, que de la dimension publique et absolument pas de la dimension
privée. Et ça, les amis, c'est quelque chose de fondamental, parce qu'à partir du moment où on a compris ça, eh bien, on comprend qu'un état de la halakha ne fait pas du tout peur, puisqu'en fait, 98%, et je dis un chiffre que je n'ai absolument pas vérifié, mais 98% des lois votées par la Knesset sont tout à fait compatibles avec la Torah. Tout à fait compatibles. Et là, je vais vous demander de m'excuser pendant une seconde. Voilà, je vous ai retrouvé, tout va bien. Attendez, je vais me poser dans un endroit beaucoup plus calme. ביי. תודה רבה. לא, אני פה. אבל... לא, מחר לא, אבל ביום... Voilà, excusez-moi. Voilà, je vais pouvoir m'asseoir tranquillement. Et on va continuer. Je suis vraiment désolé. Les inconvénients du direct, on devait être rentré à 18h30, mais voilà, les choses ont été un petit peu plus compliquées que prévu. Voilà. Hop là. Yofi. Ça y est, on est posé, tout va bien. Donc, nous disions 98% des lois votées par la Knesset, par l'État d'Israël, peuvent tout à fait rentrer dans des lois de la Torah. Parce que dans l'écrasante majorité de toutes les lois proposées à la Knesset, eh bien, il n'y a pas de contradiction directe avec la Torah, avec la Halakha. Et ça, c'est fondamental de le comprendre. Et pour que les lois de la Knesset deviennent des lois de la Torah, alors on a parlé tout à l'heure de Dina, de Malchuta Dina, mais il y a autre chose. Il y a autre chose. Il y a ce qu'on appelle Takana Taka'al. Takana Taka'al, eh bien, c'est tout simplement que à partir du moment où la Knesset reconnaîtrait que la Torah est le vecteur de la loi, eh bien, à ce moment-là, tu n'es pas obligé de mettre en place un Sanhedrin. Alors attention, moi je suis pour la mise en place du Sanhedrin, mais d'après la halakha, si le Parlement israélien reconnaît la primauté de la Torah dans la décision de la loi, eh bien, c'est tout, c'est bon, tout va bien. La Knesset peut désigner toutes les lois qu'elle veut, tant qu'elles ne contredisent pas la Torah, elles deviennent takana taka'al, et elles sont de facto des lois de la Torah. Donc vous comprenez que nous avons ici toutes les instances sont ouvertes pour pouvoir créer un État qui respecte complètement la Torah. Et en fait, c'est ce qui se passe de facto en État d'Israël. Alors, vous allez me dire, non, il y a quand même des lois qui contredisent la Torah. Bien sûr, il y en a quand même. J'ai dit, il y en a 98% qui respectent. Allez, il y en a 2% qui ne respectent pas. C'est à Koltov. Mais vous comprenez qu'on est dans une réalité qui est fondamentale. Et c'est une fois qu'on en est là, une fois qu'on a compris que l'État d'Israël avait une véritable réalité halachique, eh bien, l'une des premières choses que nous devons faire, c'est de mettre en place des juges. Et oui, on n'est pas du tout en train de réveiller la marloquette de l'année dernière, mais il faut bien comprendre que la justice dans la Torah est quelque chose de fondamental. Et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de Takana Taka'al, parce que je ne suis pas obligé de nommer un juge qui est rabbin. Je préférerais qu'il soit un Talmid Chacham, mais je dois mettre en place un juge qui se réfère à la Torah lorsqu'il va juger. Et oui, donc ça, on n'y est pas encore, quoique. Il y a une halakha qui est vraie toujours, qui dit que je n'ai pas le droit d'aller me faire juger chez les goyim, ne pas aller chez les arkaot chez les goyim. Je dois aller me faire juger chez un tribunal juif. En Israël, aujourd'hui, pour tous les litiges de droit commun, eh bien, si les deux parties sont d'accord, ils peuvent aller
au Beit Din. Ils peuvent aller au Beit Din, se faire juger selon les Chachamim du Beit Din. Mais que se passe-t-il si jamais ils ne veulent pas aller au Beit Din? Est-ce qu'on a le droit d'aller au tribunal normal? Eh bien, il faut savoir que d'après la halakha, tu n'as pas le droit d'aller au tribunal, quel qu'il soit, et pour quelque affaire que ce soit. Mais attendez, je connais plein d'avocats qui sont religieux et qui plaident au tribunal, quoi. Ils prêtent main forte à quelque chose qui serait interdit? Non. Car pour pouvoir aller au tribunal qui n'est pas le tribunal du Beit Din, eh bien, d'après la halakha, tu dois demander la permission au Rav de pouvoir aller dans un tribunal qui n'est pas selon la halakha parce que c'est pas possible. Et le Rav va te le donner tout le temps, la permission. C'est pas que il va te dire non, c'est pas possible. C'est toujours possible. Mais tu montres en demandant cela que tu te soumets tout d'abord à la décision rabbinique. Et parce que les conditions ne sont pas propices pour le moment, alors tu vas aller suivre finalement les lois du tribunal classique. Maintenant, c'est de ça qu'on parle, les amis. Est-ce que dans un État qui est al-pi à halakha, eh bien, au-delà de la justice, on va pouvoir régir toutes les dimensions de la vie quotidienne selon la halakha? Et ça, c'est une grande question. Par exemple, est-ce qu'on a le droit de faire grève? Bien, vous vous rendez compte que ça, c'est une vraie question, mais qui est une question qui ne peut être posée que lorsqu'on est dans un État d'Israël, dans un État juif. Parce que la question, lorsque tu es en France, de savoir si tu as le droit de faire grève ou pas, bah finalement, n'est pas une question que tu peux te poser. Le droit de grève a été établi en France, et en fait, tu ne te poses pas vraiment la question. Mais ici, la question n'est pas seulement au niveau du statut social, mais au niveau de la halakha. Un médecin a-t-il le droit de faire grève alors que son métier est de sauver des vies? D'un autre côté, est-ce que un enseignant a le droit de faire grève alors qu'il est merouillave, il est obligé de transmettre l'enseignement, qu'il soit l'enseignement de la Torah ou alors l'enseignement d'un autre savoir? C'est l'opachut. Est-ce que j'ai le droit de donner des devoirs à mes élèves le vendredi alors que je sais qu'ils vont devoir travailler pendant le Shabbat? Toutes ces questions-là sont des questions, vous allez me dire, qu'on peut poser au professeur en France. Bon, le problème, c'est que le professeur en France, la question ne se pose pas parce qu'il a le dimanche. Mais la question n'est pas une question simplement individuelle, vous comprenez? La question est une question au niveau de la ma'arechet, au niveau de l'institution. Parce que c'est de ça qu'on parle. C'est exactement de cela dont on parle. Est-ce qu'on est capable de gérer les institutions selon la Torah? Par exemple, décréter qu'on va manger kasher dans les institutions gouvernementales et à l'armée, eh bien, c'est une décision extrêmement toranique. Rien n'oblige l'État d'Israël de mettre en place une armée où on mange kasher. Maintenant, est-ce qu'au sein de cette armée, il n'y a pas des gens qui ne mangent pas kasher? Peut-être. Mais les institutions ont décidé de respecter la Torah. Est-ce qu'ils le font bien ou pas bien? Ça, c'est un autre problème. Donc voilà, c'est de ça qu'on parle lorsqu'on parle de Medina al-pi halakha. L'État d'Israël, eh bien, c'est ce qu'on appelle, d'après la bracha de Shlomo Medina, Reshit Tzmichat Geulaten. C'est Reshit Tzmichat Geulaten. C'est le point de départ on va dire, de la poussée de la Géoula. C'est-à-dire que la Géoula commence le 14 mai, le 5 Iyar 5708. En 1948, la Géoula commence. Pourquoi? Eh bien parce que d'après la halakha, puisqu'on parle de Médinat Israël al-pi halakha, eh bien d'après la halakha, nous dit le Rambam, dans les lois sur les rois et les guerres, et également dans les lois sur la Teshuvah, et il possède la halakha comme l'avis de Shmuel dans le Talmud, dans le traité de Sanhedrin, qui nous dira Ein bein haolam hazeh leyemot hamashiach ela shi'abud malchuyot bilvad. La seule différence entre l'exil et les temps messianiques, c'est l'indépendance nationale. En d'autres termes, à partir du moment où l'État d'Israël a été créé, eh bien, à ce moment-là, on a terminé l'exil pour rentrer dans la Géoula. Et ça, c'est une halakha. C'est une halakha qui va avoir des répercussions
au niveau de mon comportement à moi. Exemple, est-ce que lorsque j'habite dans une communauté, je ne sais pas, on va dire au Mexique, et qu'il y a une communauté à Paris qui est en danger, est-ce que j'ai le droit de transgresser le Shabbat pour aller protéger la communauté juive de Paris? La réponse est non. Par contre, est-ce que moi, qui suis dans la communauté juive de Paris, j'ai le droit de transgresser le Shabbat pour protéger la communauté juive de Paris? La réponse est oui. Dit le Shulchan Aruch que lorsque une communauté est attaquée par des brigands qui veulent voler leur réserve de nourriture, eh bien, on sortira avec des outils, des armes de guerre pour aller les stopper. Pourquoi? Vous allez me dire, c'est pas Pikuach Nefesh, ils nous prennent du foin et de la paille. Oui, mais c'est de peur qu'ils voient qu'on ne les arrête pas et qu'ils viennent nous prendre notre vie également. Et donc, on a le droit, mais on n'a pas le droit d'aller transgresser Shabbat pour aller dans une autre communauté et pour la protéger. Alors que lorsqu'on parle d'État d'Israël, d'État juif, eh bien non seulement on a le droit, mais on a le devoir, parce qu'il ne s'agit plus d'une communauté, mais il s'agit de la dimension collective d'Israël. Ainsi donc, eh bien, lorsque tu habites au Mexique, à Paris, eh bien, tu as vu énormément de gens qui ont pris l'avion pour venir participer à la guerre, pour aider le peuple juif. Et actuellement, je suis avec un groupe de jeunes filles qui ont décidé de prendre du temps sur leur travail, sur leur vie, pour dire, moi je viens aider Israël, c'est pas possible de ne pas les aider. Et même si elles ne l'ont pas fait parce qu'elles ont été poussées par une décision halachique, eh bien il s'agit ici de véritablement une décision halachique. En d'autres termes, la question de mon abnégation et ma résilience par rapport à ce qui se passe en Israël, eh bien c'est fondamental si on parle d'Israël ou si on parle de Chutz La'aretz. Par exemple, est-ce que l'individu prime sur le klal? Nous savons bien que l'individu, sa vie n'est pas moins importante que celle d'un autre. D'après la halakha, s'il y a deux personnes qui sont dans le désert et qu'il n'y a assez d'eau que pour une personne, eh bien, je dois boire mon eau et ne pas la donner à l'autre, parce que ma vie n'est pas moins importante que la sienne. Alors comment ça se fait qu'il y a des gens qui vont à l'armée? En allant à l'armée, tu mets ta vie en danger pour sauver celle des autres. D'ailleurs, dans la halakha que j'ai citée tout à l'heure, qu'au niveau individuel, je ne l'ai pas cité, excusez-moi, mais au niveau individuel, je vais le dire maintenant, au niveau individuel, il y a ce qu'on appelle l'ota amod al dam reacha. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de mettre des œillères lorsque tu fais face à un juif en danger. Dès que je vois un juif en danger, je dois tout faire pour aller l'aider. Tout faire, sauf me mettre en danger. Je n'ai pas le droit de moi me mettre en danger pour aller le sauver, parce que ma vie n'est pas moins importante que la sienne. Mais tout ça, c'est vrai lorsqu'on parle de l'individu. Ce n'est pas vrai lorsqu'on parle du klal, de l'entité collective d'Israël, l'État d'Israël, où nous voyons bien que nos soldats sont envoyés alors qu'ils sont évidemment en danger. Je reviens de la Shiva de ce héros d'Israël, de Yosef Avner Douran, qui, comme moi d'ailleurs, je ne le connaissais pas, mais on a eu le même parcours. Il est venu quand juste avant de partir à l'armée, il était au Machon Meir, tout comme moi. Et ça m'a fait beaucoup de. C'est quelque chose de se dire qu'il y a quelqu'un qui est passé par le même chemin que toi et qui est tombé pour me sauver, en fait. En fait, Yosef Avner, il a donné sa vie pour moi. Et pour toi aussi. Mais c'est fantastique, en fait. On ne se rend pas compte de ça. Eh bien, ça, c'est la dimension de Klal Israël. C'est la dimension Pachout de Klal Israël, tout simplement. La dimension étatique, la dimension du collectif. Eh bien, c'est de tout cela dont on parle quand on parle de l'État d'Israël d'après la halakha. Alors, comme on est à quelques jours de Asara B'Tevet, je me suis dit qu'on devait quand même dire quelques mots sur le jeûne du 10 Tevet. Et comme vous le savez, on a déjà beaucoup parlé. Le jeûne du 10 Tevet qui tombera cette année, ça tombe vendredi. Ça tombe vendredi parce que ça ne peut pas tomber Shabbat. Enfin, ça devrait pouvoir tomber Shabbat, mais on a fait en sorte que ça ne tombe pas Shabbat. C'est-à-dire que d'après la Torah, si le jeûne du 10 Tevet, si on faisait le Kiddush HaChodesh, si on sanctifiait le nouveau mois d'après les témoins et non pas d'après le calcul, alors le 10 Tevet pourrait tomber n'importe quel jour, y compris le Shabbat. Et si ça devait tomber Shabbat, on jeûnerait pendant Shabbat. Alors la Gemara nous explique, parce qu'il y a marqué Be'etzem Hayom Hazeh
à l'essence de ce jour-là et pour le dit Tevet et également pour le jour de Yom Kippour. Et donc, nous dit la Gemara, puisque Yom Kippour, eh bien, si c'est Shabbat, eh bien, on jeûnera quand même Shabbat. Et eh bien, dans la mesure où il y a marqué la même chose, l'essence de ce jour pour le dit Tevet, eh bien, on jeûnera également le Shabbat si ça tombe Shabbat. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le statut du dit Tevet est un statut particulier. Il est le même statut que Yom Kippourim. Et c'est quoi ce statut? Yom Kippour, c'est le moment où je dois corriger mes fautes. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie qu'il soit trop tard. À Yom Kippour, je passe en jugement en deuxième instance, après Rosh Hashanah, devant un Kadosh Baruch Hu. Et j'ai pas envie que il soit trop tard. Donc, je fais tchouva, je jeûne, parce que je veux corriger ma situation actuelle. Eh bien, il en va de même pour le jeûne du dit Tevet. Le jeûne du dit Tevet, c'est le moment où je vais corriger une situation avant qu'il soit trop tard. Comme vous le savez, le dit Tevet, c'était le début du siège de Jérusalem par Nabuchodonosor. Mais c'était également la traduction de la Torah en grec, et c'est également le jour qui a été choisi en 1951 pour être le Yom HaKadish HaKlali, le jour du grand Kaddish pour toutes les personnes qui ont perdu des gens dans la Shoah, qui ne savent pas quand, eh bien, ils jeûneront le dit Tevet. Enfin, ils rappelleront leurs disparus le jour du dit Tevet. Mais les amis, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on parle de début du Matzor, le début du siège de Jérusalem, eh bien, il n'est pas encore trop tard pour changer la donne. C'est pas comme le 17 Tammuz où les Babyloniens sont dans la ville, où les Romains sont dans la ville. C'est pas comme Tisha B'Av où il n'y a plus que les yeux pour pleurer. Yesh Arbe Raj Bareka. C'est vrai car je suis dans un lobby et il y a des jeunes filles qui ne sont pas de mon groupe parce que sinon je les aurais été genre éclatées, mais qui parlent. J'avoue, c'est compliqué et c'est d'autant plus compliqué que je vais bientôt être à 2% de batterie. Donc le cours d'aujourd'hui est assez chaotique, je l'avoue, et j'en suis vraiment, vraiment désolé, je m'excuse. Mais voilà, j'étais pris par la réalité. On devait rester à la Shiva pendant seulement une demi-heure, on est resté 1 heure et demie, et pour une raison simple. Enfin voilà, il se trouve que moi je ne le connaissais pas et je ne connaissais pas ses parents, mais ses parents me connaissaient de par l'île mode, entre autres. Et donc quand je suis arrivé avec mon groupe, je pensais qu'on allait pouvoir rester un petit peu et repartir. Et ils m'ont demandé de rester et de parler. Et sûrement les filles ont un chargeur. C'est possible, mais les filles ne sont plus là parce que je les ai envoyées manger. Ah oui, non, mais c'est toute une organisation, les amis. Et donc, je suis seul avec d'autres personnes qui ne sont pas de mon groupe. Donc, c'est un peu compliqué. Enfin bon, quoi qu'il en soit, je vais essayer peut-être de trouver un meilleur spot. Attendez voir. Non, ça me met par là. Je tente. C'est pour vous que je fais ça. Voilà. Je pense qu'on sera peut-être un petit peu mieux ici. Même pas sûr, mais on va essayer. Hop là. Hop là. Donc, le dit Tevet, le jour donc le début du siège de Jérusalem, ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est pas comme Tisha B'Av où tu as plus que tes yeux pour pleurer. C'est trop tard à Tisha B'Av pour se remettre en question. De la même façon, la traduction de la Torah en grec, ce n'est pas encore les décrets d'Antiochus. Ce n'est pas encore Hanouka où on doit se battre parce qu'il y a le droit de cuissage et les autres décrets anti-juifs. Ce n'est que la traduction de la Torah en grec où tout est encore bien entre nous et les Grecs. Le jour du dit Tevet, c'est le jour où tu dois justement prendre conscience qu'il y a un problème, mais qu'on peut le résoudre. Il n'est pas trop tard pour le résoudre. Le jour du dit Tevet n'est pas du tout le jeûne de Guédalia. Le jeûne de Guédalia, tu pleures parce qu'il y a eu un drame qui s'est passé, comme le 17 Tammuz et comme Tisha B'Av. Le jeûne d'Esther, tu pries, tu pleures pas. Tu pries pour que le mal n'arrive pas. Le jour du dit Tevet, c'est le moment où le début des problèmes est là. Tu as les yeux en face des trous pour reconnaître la problématique arrivant et tu vas changer. Tu vas changer la donne et tu vas permettre à corriger la situation. C'est ça la force du Asara B'Tevet. Et c'est pour ça qu'il est tellement important. Et c'est pour ça que s'il tombait Shabbat, eh bien on jeûnerait Shabbat. En d'autres termes,
En 1951, quand on décrète dans la Rabbanout que le jour du Tevet sera également le Kaddish Aklali, eh bien en fait, vous savez, dans la Shoah aussi, il y a eu une date de non-retour. Il y a eu le 20 janvier 1942, la déclaration, enfin la décision de la solution finale. Mais là, c'est beaucoup trop tard. Il y a le 1er septembre 1939, l'invasion de la Pologne. Ça y est, c'est le début de la guerre. C'est trop tard pour commencer à se poser des questions. Mais il y a le 30 janvier 1933. Le 30 janvier 1933 et surtout le 1er février 1933. Le 1er février 1933, alors qu'Hitler est monté au pouvoir, on a bien compris qu'il y avait un problème. Mais le monde n'est pas encore fermé. Il n'y a pas eu encore la conférence d'Évian où les nations du monde ont dit on ne veut pas des juifs. En tant qu'individu, toi, tu peux partir d'Allemagne peut-être. Peut-être que tu peux ouvrir les yeux et te dire il y a un vrai problème qui est en train de se passer. Mais il n'est pas trop tard. Le jour du Ditevet, c'est le jour où il n'est pas trop tard. Le jour où il y a un problème, mais on a les yeux en face des trous et on peut le corriger. Cette année, le Ditevet, alors que nos soldats sont en train de corriger les problèmes qu'on a laissé s'installer, il faut bien le dire. Eh bien, cette année, le Ditevet sera un jour de grande victoire, je l'espère. Je l'espère, je l'attends de tout mon cœur. Parce que on parle véritablement de réussir l'objectif du Ditevet, d'être conscient du problème et de le corriger. Évidemment, ça ne ramènera pas l'histoire à l'aube du 7 octobre, évidemment. Mais si on ne s'était pas réveillé, eh bien, on aurait pu vivre un autre 7, 8, 9, 10 octobre. Am Israël se réveille. C'est la force du Ditevet. Et c'est la force également de la paracha de Vaïgash. Parce que le Ditevet est intimement lié à la fin du livre de Bereshit. Et dans notre paracha de Vaïgash, Rabotai, le dernier verset de la paracha est terriblement fort de conséquences, puisque ce dernier verset dure pendant 210 ans. Il nous dit Vayeshev Israël be'eretz Mitzrayim be'eretz Goshen vayachazu ba vayifru vayirbu meod. Et Israël s'est installé dans le pays d'Égypte, dans le pays de Goshen, ils en ont pris possession et ils ont beaucoup fructifié et multiplié. Et la question se pose, mais enfin, pourquoi sont-ils restés 210 ans? La famine n'a-t-elle pas duré que 5 ans? Pourquoi ne sont-ils pas rentrés en Eretz Israël après? Allez, disons qu'il y a encore besoin d'un an ou deux pour se refaire une petite santé. Eh oui, parce qu'on ne voulait plus rentrer, nous dit le Kliakar, parce que les Bnei Israël s'étaient tellement habitués à l'Égypte qu'ils ne voulaient plus repartir. Et nous dit le Kliakar que Akadosh Baruch Hu a été obligé d'envoyer finalement la persécution de l'esclavage et pharaon d'Égypte de Moïse, de Moshe, pour qu'on sorte d'une main puissante. Parce que sinon les Juifs ne voulaient pas sortir. Eh oui, eh oui. Vous savez, là, j'accompagne un groupe de jeunes filles de France. Et on n'arrête pas de leur parler. C'est pas que moi. Hein. On était à la Shiva et la femme de Yosef Avner et sa mère, elle leur disait aux filles, mais vous n'avez plus rien à faire en France. Venez, venez. C'est tellement actuel ce que nous vivons. De se réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Asara betevet, shel az, bayamim ahem ou bazman azeh. Nos soldats extraordinaires qui nous montrent le chemin. Et Am Israël Chai, Am Israël qui se réunit, Am Israël qui prend toute la dimension de sa grandeur. Je l'ai dit, euh, cette semaine et je le redis. Je ne sais pas de quoi demain va être fait, comment notre gouvernement va finir cette guerre et le jour d'après. Mais moi, ça me fait du bien d'entendre, même si c'est pas forcément à 100% honnête ou 100% intègre, mais moi, ça me fait du bien d'entendre mon dirigeant, mon Premier ministre, même s'il a fait beaucoup d'erreurs, de dire Be'ezrat Hashem. Parce que c'est ça que j'attends de l'État d'Israël. J'attends pas d'un État qu'on lui mette une kippa sur la tête. J'attends pas d'un État qui soit religieux là où il y a la religion. J'attends de l'État d'Israël, de ma terre que j'aime tant, eh bien j'attends qu'il soit le reflet de la malchoute de la royauté divine. Et je terminerai par cette phrase du Rav Kook qui dit l'État n'est pas le bonheur le plus ultime de l'homme. Ça, c'est une phrase qu'on peut dire dans les autres États, mais pas dans l'État d'Israël. Car chez nous, nous sommes un État qui a pour idéal de dévoiler et d'être la base du trône céleste dans le monde. Yesod Kiseh Hashem Baolam. Voilà ce qu'est et ce que représente
l'État d'Israël. À bientôt les amis, si vous avez des questions, j'ai 1%. Donc vous pouvez poser des questions si vous en avez, et sinon ça va se couper. Mais je vous dis vraiment, c'est fantastique. Nous avons la chance de participer à la Géoula, aller cueillir des tomates, aller cueillir des concombres, participer à l'agriculture israélienne, car comme vous le savez, la preuve de la Géoula, c'est lorsque la terre d'Israël donne ses fruits en abondance. Et quand vous allez participer à la récolte de ces fruits et légumes, eh bien, vous participez à la Géoula de manière la plus active qui soit. Vive les agriculteurs, vive Midreshet Manitou qui va agriculter. Et encore désolé pour les conditions un petit peu compliquées du cours de ce soir. À charge de revanche, Bezrat Hashem. La semaine prochaine, on fera cours normalement Bezrat Hashem. Et je serai depuis Paris pour vous faire ce cours-là. Mais c'est pas grave, c'est pas ça qui va nous arrêter. Voilà. Merci beaucoup. Chazak Obaou. C'est merveilleux comme d'habitude. Je pense qu'on peut garder les questions pour le prochain cours parce qu'il y a Très aussi bien. des questions. Alors Voilà. notez-les toutes Voilà. et on Merci commencera beaucoup. par une session de questions, avec plaisir. Je voudrais Simcha quand même, Rabba. pour ceux qui nous écoutent, vous donner l'adresse de la Shiva, de nos amis qui sont des amis de la Midreshet Yehuda, les Durand, Rachel et Eliaou Durand, qui ont perdu un fils qui était un vrai héros. Ils sont rue Oved, numéro 14, c'est à Aboutor, c'est à Jérusalem. Voilà, rue Oved, numéro 14. Bonne soirée. תודה רבה. תודה רבה. בשורות טובות. אמן.